Voilà, j'ai démarré l'enregistrement, donc normalement, vous avez eu l'info. Donc bonjour à tous, je m'appelle Françoise Gorga, je crois que vous voyez mon écran, je l'espère. Et aujourd'hui, on va parler merci, de la consommation énergétique dans la chaîne du froid. Alania, donc nous, on représente les entreprises agroalimentaires et cette question de la consommation énergétique est une de nos préoccupations parmi tant d'autres, mais qui, étant donné le contexte actuel, devient de plus en plus présente au quotidien chez nous. On va être plusieurs intervenants aujourd'hui pour vous. Moi, je vais juste faire quelques mots d'introduction. Ensuite, je passerai la parole à Arthur Porteilla de l'AT2E, qui va vous présenter une boîte à outils qui a été développée dans le cadre d'un projet européen. C'est un peu particulier, mais qui a pour objectif d'aider les entreprises, notamment les PME, à s'auto-évaluer. Et on a aussi décidé de faire intervenir des experts de la question, que ce soit le froid ou les économies d'énergie. Donc, merci à Greenflex et Guillaume Bimet et Sandrine Ingré, et à la chaîne logistique du froid qui est représentée par Valérie Lasserre, parce que la boîte à outils, c'est bien, mais c'est bien aussi d'être accompagné par des experts. Donc, ils vous montreront ce qu'eux vivent au quotidien et la façon dont ils accompagnent les entreprises agroalimentaires au quotidien. N'hésitez pas à poser des questions. On n'est vraiment pas nombreux aujourd'hui, donc pour le coup, c'est très, très luxueux. Vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions lorsque vous le souhaitez. En général, je demande aux gens plutôt de poser des questions dans le chat et moi, je les adresse aux intervenants ensuite. Mais là, on est vraiment dans une configuration où on peut se permettre de vraiment discuter. Donc, n'hésitez pas. Après, si vous préférez poser vos questions dans le chat, moi, je garderai un œil dessus et je pourrais les réadresser au bon expert. Alors, quelques informations sur le secteur agroalimentaire en France. On est le premier secteur industriel, le premier employeur français. On représente environ 16 000 entreprises, dont 98% de PME. C'est vrai qu'on pense souvent à l'agroalimentaire et aux mastodontes et aux compagnies internationales, mais on a surtout des TPE et des PME qui ont le quotidien comme préoccupation. Quand on leur demande si leur chaîne du froid fonctionne bien, si c'est une préoccupation, si la question énergétique les interroge, en fait, en général, ils nous répondent pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est surtout que mon frigo ne me lâche pas. Mais en vérité, c'est un discours qui est en train de changer, justement parce que le coût de l'énergie augmente. Donc, une industrie qui est présente partout sur le territoire, donc un besoin d'accompagnement au plus près des entreprises. Les 16 000 entreprises sont vraiment partout. Beaucoup de défis à relever et avec beaucoup de contraintes aussi, hein. Donc, l'objectif de l'agroalimentaire, évidemment, c'est de nourrir la planète avec des consommateurs complexes qui ont des attentes qui vont au-delà juste du prix, même si ça reste le critère principal encore aujourd'hui. Et puis, il y a aussi une responsabilité en tant qu'industrie présente et de façon très, très importante, une obligation finalement de se poser la question des ressources. Une situation qui est un peu compliquée économiquement. On va pas épiloguer. Les questions de fiscalité, de la destruction de valeur, une perte de compétitivité à l'international, mais aussi une industrie qui a pu montrer, notamment depuis la Covid, les magasins n'ont jamais été vides, quoi, qu'elle tenait la route, qu'elle était là, qu'elle était présente et que la souveraineté alimentaire était une question stratégique qu'il fallait soutenir. J'ai quelques chiffres sur la consommation énergétique dans le secteur agroalimentaire. Donc, l'énergie, l'utilisation de l'énergie, c'est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, on parle de 71%. Et on sait que l'industrie alimentaire, qui est le troisième secteur industriel le plus consommateur d'énergie, donc après la chimie et la métallurgie, est regardée de près par les pouvoirs publics, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on consomme de l'énergie? C'est lié finalement au besoin de conserver les aliments et aussi aux procédés qui sont à chaud, à froid. Je vous apprends rien, vous le savez mieux que moi.
Donc, il y a un défi à relever pour le secteur agroalimentaire comme pour d'autres secteurs. Alors, le coût du froid, ça c'est intéressant aussi. Là, on est au niveau français, hein. La production de froid industriel, c'est 9% de la consommation nationale d'électricité. Et sur ces 9%, en fait, 57% sont consommés par l'agroalimentaire. Voilà, on n'a pas beaucoup de chiffres, pas beaucoup plus que ça, mais c'est surtout la facture des entreprises qui augmente, qui interroge. Alors, pour l'instant, on a le bouclier énergétique, mais ça n'empêche pas d'essayer de trouver des solutions euh, pour maîtriser cette consommation. Je vais passer du coup la parole à Arthur. Je te laisse partager ton écran, évidemment, pour qu'il vous présente cette boîte à outils qui a été développée dans le cadre du projet ICC2E. Merci Françoise. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Absolument. Parfait. Donc bonjour à toutes et à tous. Rapidement, comme l'introduisait Françoise, je suis Arthur Portella. Je travaille au sein de l'AT2E, plus particulièrement au sein du club C2E. Et je suis partenaire dans le programme européen ICC2E. Donc rapidement, un petit sommaire. Je vais commencer par parler un petit peu de ce qu'est le projet européen ICC2E. Je vais vous présenter ensuite plus particulièrement les outils qui ont été développés dans le cadre de ce projet-là, notamment la boîte à outils, ainsi que deux outils, la chaîne d'approvisionnement du froid et l'analyse du cycle de vie, avec évidemment une étude de cas pour illustrer tout ça, pour que ce soit plus parlant. Donc le projet européen ICC2E, ça veut dire Improving Cold Chain Energy Efficiency, ou en traduction française, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique dans la chaîne du froid, et plus particulièrement dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, je vous ai remis le site si vous voulez plus d'informations sur la première page. Mais globalement, les missions du projet européen, donc c'est un projet européen qui regroupe 9 États européens et 13 partenaires. Et ils sont tous réunis pour un objectif de promotion des mesures d'efficacité énergétique au sein des chaînes de froid, des chaînes de l'agroalimentaire, par la mise à disposition évidemment d'outils, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais également de programmes de montée en compétences. Et ces programmes sont interactifs, c'est de l'e-learning, d'autres webinaires qui ont été réalisés, des tutoriels sur YouTube. L'approche dans ce projet, c'est une approche holistique, comme on aime souvent le dire, de la ferme à la fourchette, de l'étable à la table, ce qui permet d'avoir une vision d'ensemble sur la chaîne d'approvisionnement et donc de mieux identifier et mieux exploiter les possibilités d'action plus globales. Enfin, la dernière des 3 missions principales du projet européen, c'est d'accélérer l'investissement en utilisant les formats, les outils, les contenus qui ont été développés dans le cadre de ce projet pour accélérer la mise en œuvre d'opportunités d'efficacité énergétique, notamment par les investissements. Ce projet européen, il a, comme je le disais, une approche holistique, une approche globale de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, et il a été créé dans la cible principale reste les PME et TPE de l'agroalimentaire, même si évidemment des plus grosses entreprises peuvent tout aussi y participer. Donc, si on se plonge un peu plus en détail dans la boîte à outils, donc ça c'est une boîte à outils qui a été créée et qui est en accès libre et gratuit sur le site internet du programme. Donc, il y a 6 outils et un tutoriel qui ont pour objectif aux entreprises de prendre en main certains sujets. On a notamment donc l'outil numéro 1 qui est
l'outil de la chaîne d'approvisionnement du froid. C'est un peu l'outil cœur du programme qui peut permettre de répondre à une question d'analyse de la consommation d'énergie sur la chaîne d'approvisionnement du froid et de prévenir les potentielles pertes de qualité des aliments et les endroits de la chaîne où ces pertes peuvent intervenir. Ensuite, on a un outil d'évaluation du cycle de vie. Donc, c'est un outil qui évalue l'impact environnemental global de la chaîne d'approvisionnement du froid. On a un outil du coût du cycle de vie qui vient compléter en fait l'outil numéro 2. On a deux outils, l'outil 4 et l'outil 5, qui sont des benchmarks sur les bénéfices non énergétiques des actions d'efficacité énergétique. Donc, qu'est-ce que ça va permettre à l'entreprise? Quels sont les bénéfices non énergétiques? Bonjour, Karina. Ça va mieux? Ça va, ça va. Ouais. Pardon? Vous savez, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Ok. Donc, je disais oui, les bénéfices non énergétiques. Et enfin, un dernier critère qui est plus un critère d'ensemble, un outil d'ensemble qui reprend les deux outils, en fait, une compilation de deux outils pour une analyse multicritère et plus complète de la chaîne d'approvisionnement. Si on se concentre donc on va maintenant faire un petit focus sur l'outil numéro 1, qui est la chaîne d'approvisionnement du froid. Donc, il y a trois objectifs principaux à cet outil. Le premier, c'est de cartographier les flux d'énergie, les endroits où la consommation est la plus importante tout au long de la chaîne. Le deuxième, c'est donc à travers un modèle analytique, d'évaluer les consommations d'énergie spécifiques et d'évaluer les pertes de qualité tout au long de la chaîne, à nouveau en montrant les secteurs où il peut y avoir le plus de pertes de qualité et le plus de consommation. Et enfin, il y a le dernier objectif qui est de se servir de référence pour les analyses de simulation. Ça permet de mieux analyser toute la chaîne et donc de pouvoir prendre des décisions en fonction. Donc, les principales fonctionnalités, comme je le disais, c'est donc l'analyse de la consommation d'énergie et des pertes de qualité. Ça permet de comprendre les compromis entre le temps de stockage, la qualité et l'énergie pour être au plus juste pour les entreprises. Et enfin, ça présente le rôle de certains acteurs sur l'ensemble de la chaîne. Donc, en dessous, je vous ai mis un petit exemple de chaîne d'approvisionnement, mais je pense que pour beaucoup, c'est très connu. Pardon. Là, je vais vous présenter donc deux études de cas. Donc, je vais commencer par la première, qui est donc une étude de produits du verger à la vente en magasin. C'est pour des fruits et légumes qui seront à température, de conservation positive. Donc là, je vous ai remis une petite chaîne d'approvisionnement qui est effectivement plus simple que celle juste en dessous du scénario 2, qui est donc du verger à la vente en passant par une transformation, puisque les fruits et légumes seront surgelés, et un conditionnement. Donc pour cette étude de cas, c'est basé sur des entreprises partenaires du projet européen qui ont accepté de communiquer leurs données tout au long de la chaîne. Donc évidemment, c'est totalement anonyme, et ce que je vous présente n'est pas forcément... Enfin, c'est juste un exemple de cette entreprise qui est donc parmi les 9 pays européens partenaires. Donc, si on se concentre sur le scénario 1 pour commencer, je vous ai pas mis je vous épargne tous les détails de calcul amont, de toutes les données qui sont en fait rentrées en amont. Mais donc voilà, ça c'est le résultat que nous sort l'outil, la première page de résultat,
où on a un tableau complété d'un graphique, qui sont en fait qui correspondent l'un avec l'autre. Sur le tableau, on voit donc la consommation d'énergie spécifique par étape de la chaîne de production. Donc, on a l'étape de production de matières premières, de production du produit final, le transport du verger au centre de distribution, ensuite le stockage dans le centre de distribution, le transport du centre de distribution au détaillant, au marché, et enfin le détaillant avec sa zone d'exposition. Donc, ce qui ressort de ce tableau et de ce graphique, en fait, c'est que les contributions de la consommation d'énergie spécifique les plus élevées se retrouvent pour le centre de distribution. On est à 22% de la consommation énergétique de la consommation d'énergie spécifique pour le produit. On a également donc le transport du centre de distribution au détaillant. Et enfin, le dernier secteur de cette chaîne d'approvisionnement est le fournisseur producteur de matières premières. Également, ce graphique et ce tableau nous permettent de calculer l'impact des pertes de qualité sur la consommation d'énergie spécifique. Et on voit ici que c'est une augmentation de la consommation de 30% pour maintenir la qualité des produits. Également, on a deux autres graphiques qui viennent compléter le résultat de cette étude de cas et de ce premier outil, qui sont la perte de qualité en pourcentage par rapport à l'endroit de la chaîne d'approvisionnement et également la durée de stockage. Donc, on voit des pertes de qualité importantes. On est au total à 23,3%. Les pistes qui ont été trouvées pour cette étude de cas, c'est puisqu'il y a des températures élevées aux étapes finales, notamment sur le détaillant et sa zone d'exposition, donc son espace de vente, et une longue durée de stockage au centre de distribution. Et comme la durée de stockage est élevée, cela induit une augmentation de la charge de réfrigération et donc de la consommation d'énergie. Voilà pour ce premier scénario. Et ensuite, voilà certains moyens d'agir qui ont été trouvés pour cette étude de cas en fonction des différentes étapes. Donc, je vais vous les présenter. Par exemple, sur le centre de distribution, il y a, dans le cadre du projet européen, ce que j'ai oublié de préciser effectivement, dans le cadre du projet européen, il y a également des fiches bonnes pratiques, des retours d'expérience d'industriels qui ont mis en place certaines solutions d'efficacité énergétique. Et donc, il y a des fiches récapitulatives qui permettent de prendre exemple sur ce qui a pu être fait parmi les partenaires européens. Tout ça, ça permet donc, les moyens d'agir qui sont présentés ici correspondent à des bonnes pratiques qui ont été réalisées dans le cadre du projet européen, des retours d'expérience et donc de ces fiches disponibles sur le site. Donc, par exemple, pour le centre de distribution, on a la séparation des compartiments dans l'entrepôt ou l'utilisation d'un système de contrôle automatique ou intelligent. Là, les objectifs qui vont être mis en place, c'est donc une diminution du besoin de charge de la réfrigération, qui induit évidemment une diminution de la consommation énergétique. Et enfin, également une amélioration de l'isolation, ce qui permet donc une diminution de la consommation énergétique et une augmentation de la qualité. Pour l'étape de transport au centre de distribution, on a donc d'autres mesures d'efficacité qui ont été proposées dans le cadre du projet européen, des exemples qui ont été proposés et présentés. On a par exemple l'amélioration de l'isolation des camions. Et donc ça peut permettre également une diminution de la consommation du carburant, une diminution de l'infiltration de l'air, donc une augmentation de l'isolation, ce qui conduit à une diminution du besoin de charge de la réfrigération des camions. On a également, voilà, d'autres, je vais pas forcément tout détailler, mais on a également d'autres
d'autres solutions en fonction des étapes. Si on prend le commerçant au détail, ça peut être une amélioration de l'isolation de ces espaces de stockage et de ces espaces de vente. Ou alors sur la chaîne du froid global, c'est un ajustement de la température de refroidissement pour une augmentation de la qualité. Voilà pour ce premier scénario, cette première étude de cas, qu'on va pouvoir mettre un petit peu en comparaison avec du coup le scénario 2, qui reprend, c'est pour une autre entreprise cette fois-ci, qui gère des fruits et légumes surgelés. Donc effectivement, il y a plus d'étapes dans la chaîne d'approvisionnement, puisqu'il y a une étape de transformation et de conditionnement en partie frigorifique, en partie surgelée même, pardon. Donc là, pareil, on revoit bien les résultats de l'outil numéro 1. On reprend les deux tableaux que je vous ai présentés, enfin, le tableau et le graphique que je vous ai présenté juste avant. Mais on voit cette fois-ci plus d'étapes, puisqu'il y a une étape de transport, qui a été ajoutée entre le fournisseur et le centre de transformation, l'usine de transformation des produits. On a également une étape de transport qui a été ajoutée il y a une étape de détaillant avec une partie arrière-boutique, puisqu'il y a il y aura un stockage frigorifique surgelé et une étape de détaillant zone d'exposition. Donc les deux étapes sont séparées comparées à la première étape. Donc là, on reprend à chaque fois la consommation d'énergie spécifique par étape, et avant et après la prise en compte des pertes de qualité qui sont renseignées en amont dans l'outil. Ce qui est prouvé, ce que démontre, ce que met en lumière ces résultats-là, c'est les contributions les plus élevées de la consommation d'énergie spécifique sont pour le centre de distribution, l'entrepôt de matières premières chez le producteur et chez le fournisseur, on est à 14% chacun, et l'arrière-boutique du détaillant, où on est à 13% de la consommation d'énergie spécifique. À savoir que les consommations sont évidemment ramenées au kilogramme de produit final. Si on continue du coup là sur la partie perte de qualité, durée de stockage, qui sont les deux autres tableaux graphiques qui sont présentés dans l'outil, on a donc une perte de qualité liée à la matière première en raison d'une dégradation plus importante. Les fruits réfrigérés, mais pas encore transformés et congelés. C'est 12% de la partie presque 13% même de la partie des pertes de qualité. Et ça s'explique par une durée de stockage élevée chez le fournisseur de matières premières. On peut voir ici, effectivement, on est presque à 750 heures de stockage pour ces produits-là. Et enfin, le centre de distribution et l'arrière-boutique des détaillants, où on a un temps de stockage élevé à basse température, ce qui implique évidemment une consommation d'énergie spécifique plus élevée, mais de faibles pertes de qualité. Toujours pareil, il y a différents moyens d'agir par rapport à ce qui est proposé et disponible sur le site internet et par ce que les partenaires du projet nous ont transmis comme retour d'expérience, comme bonnes pratiques et solutions. Évidemment, ce n'est que des exemples. Toute piste d'amélioration peut être envisagée. Donc, si par exemple, on reprend le centre de transformation, l'entrepôt et le centre de distribution, il y a des mesures d'efficacité énergétique qui peuvent être un réapprovisionnement plus rapide avec des tailles de l'eau plus petites, ou alors l'utilisation d'un système de contrôle intelligent, ce qui permet de diminuer le besoin de charge de la réfrigération et donc de la consommation énergétique pour l'entreprise de cette étude de cas, évidemment. Si on détaille, un autre, là, le commerçant au détail et l'espace de vente. Donc là, pareil, il y a l'amélioration de l'isolation et la séparation des compartiments dans l'entrepôt de stockage.
ce qui implique une diminution de la charge de refroidissement, de réfrigération, pardon, une diminution de l'infiltration de l'air et donc une augmentation de l'isolation, et une diminution de la consommation énergétique. Toutes ces solutions-là, elles sont présentées dans le cadre de cette étude de cas, avec un objectif évidemment de diminution de la consommation énergétique et d'augmentation de la qualité. Je vais passer maintenant à l'outil numéro 2, qui est l'analyse du cycle de vie. Donc, cet outil, il a pour objectifs principaux d'évaluer l'importance des impacts environnementaux pour chaque étape de cycle de vie du produit. Donc, on reprend en fait toutes les étapes du produit, un petit peu de la ferme à la fourchette. Les données de l'inventaire et les calculs d'émissions sont classés suivant certaines catégories d'impact environnemental spécifiques. Ils ont été construits dans cette optique-là. Et enfin, l'effet sur l'environnement est présenté en fonction de chaque catégorie d'impact et est quantifié par des indicateurs. Ces indicateurs principaux, d'ailleurs, sont la demande énergétique cumulée, le potentiel de réchauffement planétaire et l'empreinte hydrique. Une principale fonctionnalité de cet outil, c'est l'analyse simplifiée de l'impact environnemental global des produits réfrigérés et surgelés. Pour repréciser encore une fois, il s'agit d'une méthodologie qui permet d'identifier, de caractériser, de mesurer les différents impacts environnementaux de chaque étape de vie du produit, de la production de matières premières à la transformation, à l'emballage, à la distribution, l'utilisation, mais aussi au recyclage. Ce que peut permettre l'outil pour aller plus loin dans sa démarche, l'outil d'analyse du cycle de vie, c'est de modifier le champ d'application de l'analyse du cycle de vie en sélectionnant un nouveau pays de livraison, par exemple. Ça permet de voir différents impacts, la modification des impacts. C'est ce qui peut permettre aussi de se dire, de choisir entre des endroits d'approvisionnement en matières premières, par exemple. On peut également sélectionner un nouvel emballage, un nouveau type d'emballage, ainsi que sa méthode d'élimination, et de calculer le nouvel impact environnemental du produit dans son ensemble. Ça permet également d'identifier les étapes du cycle de vie qui ont la plus grande contribution et le plus grand impact environnemental sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, comme on dresse un tableau en fait, des endroits où la consommation et l'impact environnemental est le plus important, ça permet évidemment de discuter de potentielles méthodes d'élimination ou de potentielles prises de décision quant à telle ou telle option en prenant en compte l'environnement. Voilà, j'ai fini pour ma partie et je vous invite, si ça vous intéresse à en savoir plus, à rejoindre le programme, qui est un programme européen, mais libre et gratuit, ouvert à toutes et tous. Là, on arrive à la fin du projet européen, donc tous les outils sont développés, disponibles. Tous les programmes de montée en compétences interactifs sont disponibles et en français. Tout a été développé en anglais et en français, ou d'autres langues si besoin. Merci Arthur. Ce projet, c'était vraiment pour trouver pour développer du coup un outil que les entreprises pouvaient utiliser toutes seules pour s'auto-évaluer et trouver des pistes d'amélioration. La deuxième façon de faire, et à mon avis, ces deux façons de faire se complètent, c'est de faire appel à des experts, évidemment. Beaucoup d'entreprises nous ont dit, moi, globalement, je fais confiance à mon fournisseur. On va donner la parole du coup à Greenflex. Sandrine ou Guillaume, je ne sais pas qui commence, c'est Guillaume, je crois. Pour qu'ils nous présentent leur expérience et surtout la façon dont eux, ils accompagnent
les entreprises de leur réseau. Merci Françoise. Donc, bonjour, effectivement, moi je suis Guillaume Bibet, je suis accompagné de Sandrine pour ce webinaire aujourd'hui. Sandrine, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots pour te présenter avant que moi je me présente et que j'enchaîne sur la première diapo. Oui, donc bonjour à tous, Sandrine Ingré, moi je suis chef de projet chez Greenflex et j'interviens particulièrement sur le secteur industriel, donc sur les usines de production. Donc on va intervenir voilà, sur l'efficacité énergétique des procédés, la décarbonation. Et moi j'ai une expérience un peu plus particulière sur le froid industriel, donc d'où ma présence aujourd'hui sur ce webinaire. Super, merci. Donc, on sera deux pour animer le webinaire aujourd'hui. Donc, moi, Guillaume, je suis directeur de marché industrie agroalimentaire chez Greenflex. 20 ans d'expérience dans l'agroalimentaire avec différents métiers comme les emballages, le froid, les achats de CAPEX et différents postes aux achats et au commerce. Aujourd'hui, du coup, chez Greenflex, on accompagne les industries, donc agroalimentaires et autres, mais moi, ma responsabilité est vraiment sur l'agro, sur des sujets d'efficacité énergétique et de décarbonation, pour fixer des objectifs et voir un peu comment on peut mettre en place les actions stratégiques qu'on aura pu définir pour décarboner l'industrie agroalimentaire en France et dans d'autres pays quand certains clients nous emmènent nous balader. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, juste un rapide petit mot sur Greenflex. On est 450 personnes. On est tous répartis sur le territoire français et vraiment, on a à cœur d'accélérer la décarbonation de l'industrie dans sa globalité. Donc, on accompagne les industriels de l'agroalimentaire dans la définition et la mise en place de stratégies énergétiques et de stratégies bas carbone. Donc, on va vraiment définir les objectifs et on va les mettre en place avec les industriels qu'on accompagne. Du coup, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, ce qui concerne la production de froid, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est mettre en avant, quelques critères qui sont à nos yeux importants à prendre en compte pour le renouvellement de matériel énergivore. Donc c'est vrai pour les groupes froids, mais c'est vrai aussi pour d'autres types de matériel. Et ensuite, on vous présentera deux cas concrets de renouvellement de production de froid qui mettent en avant les avantages en fait qu'il est possible de tirer tout en minimisant l'impact carbone et budgétaire. Parce que comme Françoise effectivement l'a mentionné avant, on parle d'efficacité énergétique, on parle de neutralité carbone, mais les budgets sont de plus en plus tendus, donc à nous de trouver les bons outils pour réduire un petit peu l'impact budgétaire que peuvent avoir sur le renouvellement de matériel. Donc on a voulu mettre en avant trois critères aujourd'hui. Un, c'est le dimensionnement et la possibilité de centralisation de la production de froid. Donc la première chose à laquelle il faut qu'on fasse attention, je pense quand on renouvelle ce type d'équipement, c'est ne pas systématiquement remplacer à l'identique. On sait tous que nos sites industriels vivent et la durée de vie d'un groupe froid ou d'un équipement énergivore comme un compresseur d'air comprimé, par exemple, une chaudière, c'est 10 à 15 ans. Donc il se passe pas mal de choses quand même sur 10 à 15 ans. Donc renouveler un équipement à l'identique, ce serait ne pas prendre en compte les changements de l'usine et de ce fait-là, peut-être surdimensionner ou sous-dimensionner par rapport à un niveau de production que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est très important à prendre en compte. Ensuite, étudier la possibilité d'optimiser et ou de centraliser sa production de froid. Effectivement, toujours pareil, dans la vie de l'usine, on a des besoins de froid, on va dire, qui arrivent à un bout de la chaîne, puis il y a une nouvelle ligne qui arrive et à un autre endroit dans l'usine, du coup, on rajoute des groupes froids un petit peu à droite à gauche parce que au moment où on l'a fait, c'était la meilleure solution pour X ou Y raison. Nous pensons que le moment de renouvellement, c'est le bon moment pour se poser la question de dire, OK, faire un état des lieux un petit peu de ce qu'on a dans l'usine et voir comment on peut optimiser tout ça et s'il y a la possibilité effectivement de centraliser cette production pour améliorer l'efficacité énergétique,
mais aussi, on le verra par la suite, pour optimiser la possibilité de récupération de chaleur et de valorisation surtout de cette chaleur fatale. Le troisième point qu'on veut aborder sur cet aspect de dimensionnement, c'est bien sûr de bien choisir son fluide pour minimiser son impact environnemental. Il y a eu pas mal de réglementations, c'est assez mouvant. Aujourd'hui, on peut aussi dire que on a une vision, mais qui reste à être définie pour voir un petit peu jusque quand on aura le droit d'utiliser quel type de fluide. En tout cas, ça a forcément un impact sur l'efficacité énergétique, sur la capacité de froid également et sur le niveau de récupération de chaleur fatale qu'on pourra avoir. Donc voilà, ce sont des critères qui peuvent paraître peut-être évidents pour certains, moins pour d'autres. En tout cas, on a voulu mettre ça en avant parce que ça nous paraît quand même un peu assez important et basique sur le renouvellement d'équipements énergivores. Le second point qu'on a voulu mettre en avant, et c'est peut-être un des plus importants, c'est vraiment la valorisation de chaleur fatale. Donc, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup d'industriels agro, je pense actuellement. C'est très vrai dans l'agroalimentaire parce que très souvent, on a besoin de froid et de chaud dans l'industrie agroalimentaire et du coup, effectivement, la valorisation de chaleur fatale a tout son sens. Donc, on ira un petit peu plus dans le détail sur des cas concrets par la suite. Mais une des premières étapes sur cette valorisation de chaleur fatale, c'est d'identifier les utilisateurs de chaleur et leurs caractéristiques. Ce qu'on appelle les puits de chaleur, grosso modo, c'est de savoir effectivement où vous avez besoin de chaud dans l'usine, à quelle température, à quel débit, pour pouvoir cartographier les besoins de chaleur sur le site. Une fois qu'on sait quels sont les consommateurs de chaleur et quel type de chaleur va être consommé, il faut bien étudier la possibilité qu'on a de récupérer de la chaleur fatale sur les équipements, ce qu'on appelle du coup les gisements de chaleur fatale. Donc pareil, faire une cartographie de qu'est-ce qu'on peut récupérer, où on peut le récupérer, quelle température, quel débit, quelle solution de stockage également, parce que on sait que l'énergie, un des enjeux, c'est de voir un petit peu comment on peut le stocker pour pouvoir l'utiliser au bon moment. Et justement, ça nous amène sur le troisième point qui est le pilotage de cette performance, et pas seulement ponctuellement, mais aussi sur le long terme. Parce qu'on sait que dans un process agroalimentaire, la production de froid ne tournera pas forcément en même temps que le besoin de chaud. Et l'idée, effectivement, c'est de bien pouvoir piloter, grâce à un outil digital, cette performance, cette production de froid et de chaud pour être sûr que on puisse maximiser cette valorisation de chaleur fatale, que ce soit dans le process ou dans le chauffage de locaux, par exemple, et surtout de la piloter sur le long terme. Donc une fois qu'on a bien dimensionné et qu'on a bien fait attention à valoriser cette chaleur fatale, il faut se lancer dans le projet et il faut le financer. Donc un de nos rôles, on va dire, chez Greenflex, ou une de nos expertises, c'est d'essayer d'accompagner nos clients sur la diminution du CAPEX à sortir pour certains investissements. Donc on le fait de plusieurs manières, via les C2E. Greenflex, on est une filiale de Total et du coup, on est mandataire pour les C2E. Alors on sait que effectivement, les C2E, c'est un dispositif qui a fortement évolué en début d'année, qu'il y a des fiches qui ont évolué également et on attend également certaines nouvelles fiches pour un peu mieux valoriser justement ces gisements de valorisation de chaleur fatale sur les groupes froids. Donc on l'utilise encore, hein, c'est une fiche, ce sont des fiches qui sont importantes dans le renouvellement de production de froid, notamment sur la valorisation de chaleur sur les tares, par exemple. Mais il n'y a pas que les C2E qui existent. Il y a aussi des subventions qui peuvent être nationales comme le Fonds Chaleur, comme l'appel à projet décarbonation, par exemple. Et du coup, notre rôle, c'est vraiment d'aller chercher un maximum de subventions pour réduire la facture et que pour que vous soyez vraiment accompagné sur le financement et que ce soit incitatif
à renouveler le matériel pour améliorer son efficacité énergétique et son empreinte carbone. Et enfin, une fois qu'on est allé chercher un petit peu toutes les aides qu'on pouvait trouver sur vos projets, on a une possibilité qui est le leasing. Donc, chez Greenflex, on a une grosse expertise dans le financement. On accompagne des industriels depuis plus d'une quinzaine d'années sur ce sujet-là. Et donc, on va mixer un petit peu les véhicules financiers pour pouvoir vous faire des mensualités. Et l'idée, en tout cas, ce qu'on essaye de faire souvent, c'est de lisser ces mensualités versus les économies d'énergie que vous pouvez faire. Alors, c'est dans le cas idéal, c'est pas toujours le cas. En tout cas, la manière dont on voit, nous, ce financement-là, c'est d'accompagner un industriel qui doit changer une production de froid pour X ou Y raison, hein. Ça peut être une casse matérielle qui empêche la production, ça peut être aussi une optimisation énergétique ou ça peut être dans le cadre d'une stratégie bas carbone. En tout cas, les budgets ne sont pas toujours prévus, notamment en cas de casse. Et l'idée, c'est de se dire, OK, quel montage financier on peut mettre en place pour, pourquoi pas, même déconsolider l'achat d'un actif comme un groupe froid via des contrats de performance énergétique. Donc voilà un petit peu les critères qui nous semblent importants. Bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, il y a d'autres critères. Ça dépend aussi du type d'industrie, de l'historique un petit peu du site et de l'expérience ou de l'expertise que vous pouvez avoir dans chacune de vos sociétés. En tout cas, ces trois critères-là nous paraissaient importants à prendre en compte. Si vous n'avez pas de questions, alors je vais poser ma question différemment. Si vous avez des questions, comme le disait Françoise, vraiment profitez qu'on ne soit pas très nombreux pour ouvrir vos micros et rendre cette présentation un peu plus humaine. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions sur ces sujets-là. Et a priori, non. Donc moi, je vais passer la main à Sandrine, qui va vous présenter justement une mise en application de ce qu'on a pu montrer ici et de ce qu'est capable de faire Greenflex en termes d'accompagnement client sur ces sujets d'efficacité énergétique dans le froid. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Donc, moi, je vais vous présenter effectivement un retour d'expérience d'un projet qu'on a eu l'occasion de réaliser chez Greenflex. Donc, c'est un retour d'expérience sur un client industriel dans l'agroalimentaire. Donc, l'objectif en fait de l'industriel, c'était, au départ son besoin, c'était d'utiliser une chaleur fatale qu'il avait identifiée en fait, qui était disponible de 500 kW avec de l'eau à 60°. Donc il a dit: «Voilà, moi j'ai ça de dispo en chaleur fatale, qu'est-ce qu'on peut en faire?» Donc à partir de là, on dit: «Bah écoutez, première étape, hein, déjà, ça va être, d'identifier les puits de valorisation de cette chaleur. Quels sont vos besoins, de chaleur au niveau de votre site? Quelles sont les puissances, les niveaux de température?» pour qu'on voit si c'est compatible et si on peut alimenter l'ensemble des postes avec cette puissance disponible. Donc on a fait un 1er tour en fait pour valoriser tout ça et au final, on s'est aperçu qu'il avait un besoin de 3000 kilowatts de chaleur avec une eau à 60 qui était plutôt sur un bon niveau de température qui permettait déjà d'alimenter pas mal de choses. Donc principalement ces échangeurs process, donc il y en avait 5 en particulier, les CTA, puisque bah, pour chauffer les bâtiments, de l'eau à 60 c'est largement suffisant et puis quelques étuves. Donc à partir de là, on s'est dit: «Bon, bah, c'est bien, on a 3000 kilowatts de valorisation, potentielle. Maintenant, on n'a que 500 kilowatts, de dispo. Donc comment on peut faire pour, augmenter en fait, cette chaleur fatale disponible?» Donc on a cherché un petit peu avec lui et du coup, on a cherché d'autres sources de chaleur fatale et en l'occurrence, ce qu'on a trouvé, c'est qu'au niveau de sa production de froid, donc sa salle des machines, qui était déjà équipée de 6 groupes froids, de 900 kilowatts, qui fournissaient de l'eau glycolée à -7, on avait, bah, potentiellement, en fait, une source de chaleur fatale puisque les groupes froids, rejettent de la chaleur, au niveau alors soit de l'extérieur, là, en l'occurrence, ils rejettent leur chaleur sur un réseau, d'eau de nappe. Donc on avait cette chaleur qui était disponible avec, des groupes froids qui étaient plus ou moins récents, en fait, certains qui avaient 10-15 ans. Donc on s'est dit: «Bah, voilà, une bonne solution, c'est d'aller, peut-être remplacer un groupe froid qui est vieillissant, qui avait pas de variation de vitesse, qui était pas forcément optimisé,
de le remplacer, de l'équiper de récup de chaleur fatale pour pouvoir alimenter les nouveaux postes d'utilisateurs qu'on avait identifiés dans l'usine. Donc ça, c'était une première source de chaleur, donc on a pu remplacer un des groupes froids. Et deuxième chose, on regardait au niveau de sa climatisation de l'ensemble de ses ateliers. La clim était réalisée en fait par un groupe froid qui était pas très performant, qui fonctionnait uniquement l'été forcément pour la clim, mais qui donnait pas satisfaction, qui avait un fluide qui allait être soumis à la réglementation, et finalement qui était moins performant que si on alimentait la clim directement par le réseau à -7 de production de froid de la salle des machines. Donc voilà, donc on a décidé de supprimer ce groupe de clim, de le remplacer par un nouveau groupe froid qu'on mettait dans la cascade de la salle des machines et du coup, d'en profiter pour l'équiper également de récupération de chaleur. Donc grâce à tout ça, en fait, on a pu augmenter, la source de chaleur fatale. On a, 1 800 kW en fait qui ont été rajoutés grâce à ces 2 nouveaux groupes froids, plus ces 500 kW déjà disponibles en fait en chaleur fatale. Ça nous permet en fait d'alimenter l'ensemble des équipements qu'on avait identifiés sur son site. Donc tout ça était plutôt intéressant. Après, l'intérêt aussi de tout ça, c'est qu'au niveau surtout l'intérêt, en fait, c'est vraiment d'alimenter les échangeurs process, hein, pour, augmenter, la valorisation de chaleur vraiment tout au long de l'année, ce qui est pas forcément le cas avec les CTA qui elles, en fait, tournent uniquement l'hiver. Donc, on peut valoriser, la chaleur uniquement en période froide et du coup, on a un coût d'investissement qui est moins bien valorisé. Donc là, on a vraiment cet intérêt sur ce client d'alimenter du process et qui, fonctionne du coup vraiment toute l'année, en permanence. L'intérêt aussi de cette solution, c'est que voilà, on a pu, apporter des gains, certes, d'économie d'énergie, mais aussi de sécurisation de la production de froid, principalement pour la clim, étant donné on a réussi à supprimer le groupe qui était plutôt défaillant. Heu, Petit inconvénient quand même par rapport à ça, c'est qu'on est sur un remplacement de groupe froid. Actuellement, la production de froid, je pense que vous le savez, est soumis à la réglementation F-gaz au niveau des fluides frigorigènes et là, on est passé d'un fluide, donc un HFC qui est le R134A, à des nouveaux fluides frigorigènes qui ne seront pas soumis à la réglementation, qui sont des HFO. Mais malheureusement, dans ce cas de fonctionnement précis, on a des rendements qui sont quand même un petit peu moins bons qu'avec les HFC. Donc voilà, ça reste quand même une difficulté, mais ça n'empêche que c'est obligatoire étant donné qu'on doit respecter la réglementation F-gaz. Et en l'occurrence, c'était difficile de passer à l'ammoniac, étant donné donc un fluide naturel, étant donné qu'on était dans une salle des machines existante et on a d'autres contraintes après qui nous auraient obligés de mettre, une salle des machines conforme, à latex, ce qui n'était pas envisageable en fait, dans notre cas. Par contre, bon, quand même l'intérêt de ce projet, c'est on a pu faire 60 de réduction des consommations d'énergie, qui sont principalement liées à une grosse réduction de la part vapeur, puisque la chaleur fatale vient en remplacement de la vapeur. Donc on n'a pas pu tout supprimer étant donné qu'on a une partie, vapeur qui est utilisée pour chauffer à 90°. Donc là, avec la récupération de chaleur à 60, c'était pas possible. Mais on a quand même réussi à abattre une grosse partie de la conso vapeur, donc à peu près 60 et ce qui nous fait aussi un gain sur, les émissions de gaz à effet de serre de 90. Donc ce qui est assez conséquent par rapport à l'installation. Et petit plus aussi, par rapport à cette install, c'est que le fait d'utiliser la chaleur, au niveau du site et de ne pas la rejeter sur l'eau de refroidissement, on a pu économiser aussi, 17 de la consommation d'eau, ce qui n'était pas forcément quelque chose d'envisagé au départ, mais finalement qui est plutôt intéressant, vis-à-vis du client. Hem Donc voilà, donc pour accompagner le client, donc on a conçu l'installation, du coup on l'a accompagné en fait à la définition de son installation, on l'a conçu, on l'a réalisé, on est en cours de mise en service et donc tout ce projet en fait a pu être, financé entièrement par les C2E puisque c'était, encore, l'ancienne fiche C2E qu'on a pu valoriser. Donc c'est un projet qui est quand même assez intéressant pour le client. Et pour, accompagner le client un peu plus dans la suite de son installation, on lui a proposé un contrat de performance énergétique
qui nous permet aussi vraiment de s'assurer que ce qu'on a conçu, imaginé est pérenne dans le temps, qui va bien maintenir ses performances, et qui ne va pas avoir de soucis de dégradation de fonctionnement. Et pour finaliser, en fait, ce qui est plutôt vertueux, c'est qu'en fait, on a également donc cette chaleur fatale dégagée par les groupes froids, sur le réseau d'eau de nappe, qui est également utilisée, par des pompes à chaleur, externes pour aller alimenter le réseau de chaleur urbain de la ville qui se situe à proximité. Et en fait, cet ensemble, régression de chaleur sur les groupes froids, plus, utilisation par les pompes à chaleur haute température, fait qu'on va pouvoir boucler ce réseau d'eau et l'objectif, c'est vraiment de tendre vers, 0 consommation d'eau, grâce à ce système, de série, en fait, entre, l'évacuation de la chaleur des groupes froids et son refroidissement ensuite dans les pompes à chaleur. Donc on a vraiment là une logique, globale en fait du site, globale de la production de froid, associée à la valorisation de chaleur fatale de ces équipements. Ok, super. Merci Sandrine. François, je te laisse nous alerter si jamais il y a des questions dans le chat. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous ne voulez pas poser vos questions en direct pour ne pas interrompre l'intervenant, n'hésitez pas à les poser dans le chat et c'est moi qui les adresserai. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ok. C'était un cas très intéressant. Mais on se dit forcément que partir enfin, tout concevoir depuis le début, c'est, enfin, repartir de zéro, forcément, ça facilite les choses aussi, quoi. Quand on part depuis la Oui, conception de l'installation jusqu'à alors plutôt que c'est de un petit modifier peu. finalement une installation Alors, préexistante, quoi. c'est vrai, mais en même temps, ça reste une installation existante, hein, puisqu'on avait, Mhm. déjà 6 groupes froids. Donc 6 groupes froids, process -7 et un groupe de clim. Donc en fait, on rentre quand même dans cette logique de remplacement, d'ajustement, d'optimisation de l'installation. On n'est pas parti de la feuille blanche non plus, hein. Il y avait déjà des équipements en place et c'est là où c'est intéressant aussi, hein, d'aller, trouver le meilleur compromis en fait, par rapport à ce qui existe déjà. La consommation, enfin la réduction des consommations énergétiques, tu disais tout à l'heure 40 000 € par an, je crois, je sais plus. Oui, voilà, c'est là. Euh, c'est conséquent pour à 60% de consommation en moins, d'accord. Ouais, c'est surtout en fait 60. Alors c'est vrai que là, on a une grosse valorisation surtout sur la décarbonation qui est vraiment très conséquente puisque, l'objectif en fait, c'est d'aller, supprimer la vapeur dans un avenir assez proche. Heu, Actuellement voilà, le chauffage est fait par la vapeur donc qui est un peu pas forcément très logique on va dire, hein, un gros niveau de température pour un besoin finalement relativement faible en chauffage. Donc voilà, l'intérêt, il est vraiment là, après d'aller supprimer la vapeur. On fait beaucoup d'économies sur le chauffage, mais en fait, bah, voilà, cette chaleur fatale nécessite quand même une surconsommation des groupes froids, puisqu'on va les solliciter un petit peu plus haut en température, donc ils vont surconsommer légèrement et c'est pour ça qu'en termes, d'économie d'énergie, facture, on va dire, on est un petit peu moins conséquent. Même si voilà, là, la tendance avec les augmentations de prix fait que, on a refait un calcul récemment et le client devrait gagner, 3 fois plus que ce qu'on avait imaginé, au début de l'étude, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie, mais c'est déjà ça, quoi. Ouais. C'est ça. Et justement, c'est toute cette ingénierie financière, je pense, qui fait la différence, tant en efficacité énergétique qu'en réduction des émissions de CO2. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon compromis, même quand on vient simplement remplacer un groupe froid, ou même si on n'a pas besoin de remplacer, on peut se poser la question sur la récupération de calories ou la valorisation de la chaleur fatale sur les équipements qu'on a déjà en place, hein. Comme tu disais, Françoise, là, effectivement, on présente des projets qui sont assez importants parce qu'on veut mettre en avant des chiffres qui marquent et ça parle plus avec des gros chiffres, mais c'est tout à fait applicable à un groupe froid existant sur lequel on ferait de la récupération de calories avec une identification de besoins de chaleur sur un process. C'est applicable également et du coup, c'est un peu cette ingénierie financière qui peut faire une grosse différence sur un projet, qui est de dire, comme disait Sandrine tout à l'heure: «Bah oui, je sollicite peut-être un petit peu plus mes groupes froids, mais grâce à ça et à cette énergie que je dépense un petit peu plus, je vais en économiser beaucoup plus à côté et surtout, je vais faire une grosse réduction d'émissions de CO2,
Et ça va impacter, ça va avoir un gros impact sur mon impact sur l'environnement. Donc, c'est un peu aussi ce que je vais présenter du coup sur le deuxième cas client. Alors c'est effectivement encore un projet assez important et assez ambitieux dans l'industrie agroalimentaire. Donc là, on est chez un embouteilleur donc, qui fait de l'embouteillage de boissons dans des bouteilles PET. Donc on a un gros besoin d'énergie, multi-énergie, hein, que ce soit du froid, du CO2, de l'air comprimé et j'en passe, hein, parce que voilà, je suis pas très technique. Mais ici, l'idée, effectivement, c'était d'accompagner l'arrivée d'une nouvelle ligne de production sur un site d'embouteillage. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, nouvelle ligne de production qui arrive et un dimensionnement des utilités qui avait été un petit peu mis de côté parce que les utilités, c'est souvent le parent pauvre, hein, et on le comprend bien parce que le métier de l'industriel agroalimentaire, c'est de produire et finalement, les utilités, ce n'est qu'un client de la production qui se doit justement de produire toujours correctement pour que la production puisse se passer le mieux possible. Donc là, en fait, quand la nouvelle ligne est arrivée avec ses besoins et ses caractéristiques, euh, on a remarqué que bah, finalement, il n'y avait pas suffisamment d'utilité sur le site pour pouvoir faire tourner cette ligne. Donc, il a été nécessaire d'accompagner ce site industriel dans l'optimisation de ses moyens de production d'utilité et de faire avec l'existant. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure et ce que tu as aussi mentionné, Françoise, c'est que il a fallu faire avec l'existant. Malgré tout, on a eu à cœur d'essayer, toujours via cette ingénierie financière, de remplacer un maximum d'équipements pour gagner en efficacité énergétique, parce que les nouveaux équipements sont forcément moins énergivores, mais aussi pour optimiser cette valorisation de chaleur fatale, parce qu'on sait, et chez Greenflex, c'est vraiment, c'est dans notre expertise, on a à cœur de réduire les émissions de CO2, de vraiment valoriser cette chaleur fatale dans le process au maximum, parce que c'est là que ça aura le plus d'impact. Donc, ce qu'on a fait effectivement, c'est qu'on a cherché à optimiser l'existant en ajoutant les besoins de cette nouvelle ligne de production. Donc, ça nous a permis de renouveler la production de froid qu'on a centralisé, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est un client qui est multisite, donc les groupes froids qui ont été renouvelés, qui n'étaient pas si vieux que ça, ont été réutilisés sur d'autres sites de production. Donc ça a été aussi très bénéfique pour le client parce que cela permet de renouveler des groupes qui étaient plus vétustes au sein du groupe et de bénéficier aussi de la récupération de calories grâce à ces groupes-là qui étaient plus récents. Et du coup, de maximiser la récupération de chaleur fatale pour venir la valoriser dans le process et via des CTA, comme en parlait aussi Sandrine tout à l'heure. Donc, on a fait ce qu'on appelle chez nous un clé en main conception-réalisation. Donc, ça veut dire qu'on accompagne le client de la conception, de l'installation, jusqu'à la réalisation et la réception des équipements et de l'installation. On a bénéficié, on va dire, de notre expertise d'ingénierie financière pour mettre en place un CPE pour valoriser les C2E qui étaient déjà identifiés sur le projet et pour s'engager jusqu'à 45% d'économie d'énergie sur le périmètre du CPE. Donc, ce sont des économies d'énergie qui sont assez importantes. Mais encore une fois, le plus gros impact, il est sur les émissions de CO2 puisque on vient alimenter notamment des chaudières et que du coup, ça impacte les émissions de CO2 du site. Encore une fois, merci des C2E et le contrat de performance énergétique, puisqu'on a pu couvrir 80% des dépenses de ce projet-là, qui est un projet quand même assez conséquent, hein, qui est un projet qu'on a évalué dans les grandes lignes à 11 millions d'euros. Et donc, on a réussi à couvrir grâce à ces mécanismes, notamment, grâce à ces mécanismes de récupération de calories, 80% des CAPEX sur ce projet-là.
et on s'engage sur une durée de 5 ans sur ce niveau d'économie d'énergie. Donc c'est un engagement qui est pris et qui est assez fort avec ce client-là. Et globalement, les engagements de performance énergétique sont des engagements qu'on prend assez volontiers pour accompagner nos clients sur le long terme. Donc voilà, ces 2 projets clés en main, du coup, pour l'un qui nous a permis d'augmenter la capacité de production d'un site, tout en optimisant l'efficacité énergétique du site, et pour l'autre, d'améliorer la performance énergétique du site. Donc on est effectivement sur 2 cas avec des impacts qui sont très importants. Mais encore une fois, et j'insiste effectivement sur ce point, c'est que c'est possible quand on fait du renouvellement de matériel. Néanmoins, même quand on ne renouvelle pas le matériel, il est intéressant et important de se poser les questions sur qu'est-ce qu'on peut faire avec le matériel existant, puisqu'il y a quand même pas mal d'aides qui existent aujourd'hui et qui poussent ou qui incitent justement à avoir cette réflexion autour de l'efficacité énergétique et notamment autour de la production de froid. Donc, dans les 2 cas, on a mis en place un CPE pour garantir, du coup, la performance énergétique, dans le temps. Hem et encore une fois, j'insiste là-dessus, effectivement, cette performance énergétique, elle est essentiellement due à la valorisation de chaleur fatale dans l'usine, mais également, comme le disait Sandrine tout à l'heure, dans son écosystème. On a des industriels de l'agroalimentaire qui peuvent être excédentaires en chaud. Heu, Ce que j'entends par excédentaire, c'est qu'ils ne pourront pas forcément revaloriser l'excédent de calories sur le site. Donc, un de nos rôles, c'est de faire dialoguer les parties prenantes autour de cette usine, notamment des industriels par exemple, pour voir comment on pourrait faire bénéficier cet excédent de chaleur aux voisins, s'il y a des écoles aux alentours, si il peut y avoir un supermarché ou une autre industrie avec lesquels on pourrait partager justement cet excédent de chaleur. On a également, et c'est un point important, qu'on n'a pas beaucoup mentionné dans la présentation, mais on sait que c'est un point très important dans l'industrie agroalimentaire. On a sécurisé la production, en dimensionnant correctement le backup, heu, parce qu'il est important d'avoir un backup, pour le froid et aussi, en gardant les anciennes chaudières pour la production de chaleur, qui était, du coup à l'énergie fossile et qu'on a réussi à effacer avec cette récupération de calories. Et tout ça, du coup, encadré, comme je l'ai dit auparavant, par un contrat clé en main, heu, avec un engagement de performance sur 5 ans. Donc on s'inscrit vraiment sur le long terme, et on a à cœur de prouver l'efficace que on va dire, ce qu'on conçoit et ce qu'on met en place, tient la route dans le temps, et on s'engage fortement sur ces sujets-là. Voilà les sujets qu'on voulait mettre en avant et le petit retour d'expérience qu'on voulait faire sur sur ce sujet d'efficacité énergétique dans la production de froid en industrie agroalimentaire. Donc on a mis nos coordonnées, hein, Sandrine et à moi, si jamais, vous avez des questions qui vous viennent même a posteriori de cette présentation, n'hésitez pas, à nous contacter, on sera ravis d'échanger sur ces sujets-là. Merci Guillaume, merci Sandrine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre, hein, on l'a dit. Et à ouvrir vos micros, vous pouvez intervenir en direct. On va peut-être passer à la dernière présentation et si des questions vous viennent ensuite, vous pourrez les adresser du coup à Guillaume et Sandrine. Valérie, c'est moi qui C'est aux manettes. partage ta présentation du coup Ouais, et je te donne la parole. très bien. Bah, on peut passer directement à la diapositive d'après. Bonjour à tous, je suis Valérie Lasserre, je suis la déléguée générale de la chaîne logistique du froid. La chaîne logistique du froid, pardon, c'est l'association qui réunit les prestataires de services en transport et en logistique. Alors, cette diapo et la diapositive d'après illustrent les moments où nos adhérents interviennent sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Nous transportons, stockons, congelons les produits qui nous sont confiés par les producteurs de matières premières, donc les abattoirs, les producteurs de fruits et légumes, les produits de la pêche,
Et nous les acheminons ou stockons à nouveau aux industriels qui les transforment progressivement jusqu'à la remise au point de vente ou point de consommation quand il s'agit de points de restauration collective, commerciale, hôpitaux, cantines scolaires, etc. Notre expertise, c'est la chaîne du froid. Puisque nos camions, alors là on voit la différence, les différents modèles de la gamme des camions que nous utilisons, mais également nos entrepôts sont sous température dirigée. Les camions peuvent être en mono, voire en multi-température pour transporter conjointement produits frais, produits surgelés. Et nos entrepôts ont bien entendu différentes chambres froides pour pouvoir stocker des produits réfrigérés, des produits surgelés et même procéder donc à la congélation des produits qui peuvent nous être confiés. Quelques chiffres, nous sommes un groupe d'environ 120 entreprises au groupe. Notre capacité de stockage, c'est 8,5 millions de mètres cubes de produits surgelés et 800 000 mètres carrés à peu près de plateformes en frais. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et comme je le disais, notre cœur de métier, c'est de produire du froid. Nous ne sommes pas propriétaires des denrées qu'on nous confie. Donc, notre métier, c'est de produire du froid pour respecter les consignes réglementaires ou des fabricants de produits pour que ces produits restent à la bonne température tout au long de la chaîne qu'a évoquée, je crois, Arthur, de la fourche à la fourchette, de l'étable à la table. Il y en a plusieurs comme ça. Et jusqu'à la remise donc, au consommateur final. Si on peut passer à la diapositive d'après. L'énergie, c'est une préoccupation de tous les instants et historique chez nous. On en consomme en fait 3. Dans nos entrepôts, le froid est produit avec de l'électricité. Et cette consommation est renforcée, bien sûr, quand on a des activités de congélation. Alors, je suis désolée pour l'illustration de mon camion qui n'est pas très contrastée, mais sur un camion, eh bien, nous avons 2 moteurs, sauf quand il s'agit d'engins polymoteurs. Un moteur qui consomme du diesel, c'est la traction du camion, et un deuxième moteur qui produit du gasoil non routier, GNR, pour la production de froid qui alimente le groupe frigorifique qui est sur la façade avant de la semi-remorque que vous voyez là. Quelques chiffres, hein. Le gasoil, c'est grosso modo 25% des charges des transporteurs. L'électricité, c'est grosso modo 10% des charges des entrepôts une fois, et donc c'est le deuxième poste de charge après les salaires. Donc c'est un poste important et nous sommes particulièrement vigilants et depuis toujours sur nos consommations. Alors moi, je ne vais pas avoir un discours aussi technique que n'a pu avoir Sandrine ou Guillaume, mais la récupération de chaleur, bien sûr, les certificats d'économie d'énergie, les isolations, tout ça, c'est les fluides, tout ça, c'est des éléments indispensables pris en compte dès la conception de nos bâtiments. En revanche, en tant que prestataire pour les adhérents de l'ANIA, parce que nous sommes ici dans un webinaire ANIA, moi je voulais plutôt focaliser sur l'interaction que nous avons tous entre nous et l'impact que nous pouvons avoir les uns avec la consommation énergétique des autres et surtout vous, industriels, avec notre consommation énergétique à nous, prestataires en stockage et en transport. Donc, si on peut passer à la diapositive d'après. Françoise, s'il vous plaît. Allô? Françoise? Oui, alors moi, je change les diapos, mais j'ai l'impression que ça Ah, change ça y pas est, chez c'est vous. bon, ça y est, c'est fait. Donc, nous, on a mis en place et nous faisons la promotion d'un certain nombre de bonnes pratiques, puisque est-ce qu'il n'y a pas une diapo avant sur la déperdition d'énergie? Non, je ne sais pas. Peut-être après. Si. Attendez le temps qu'elle s'affiche, j'ai l'impression que c'est un peu long. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, les sources de déperdition d'énergie, alors, il y a des points communs entre les entrepôts et les camions, c'est notamment les produits. Un produit qui rentre trop chaud dans un camion ou dans un entrepôt, dans une chambre froide, va créer des chocs thermiques
avec les autres produits qui sont stockés et avec l'air ambiant qui circule dans l'enceinte, qu'elle soit d'une chambre froide ou d'un entrepôt. Bien évidemment, il y a aussi les hommes, hein, puisque nous véhiculons de la chaleur. Et puis, il y a toutes les autres entrées d'air chaud qui entraînent de la prise en gaz d'évaporateur, de la formation de givre. Alors, il y a une très vilaine photo d'un plafond de chambre froide prise en givre. Ça, c'est la solution extrême. Situation extrême, mais j'en ai vu, hein. Donc c'est pas simplement de l'utopie, c'est une réalité. Et donc il faut qu'on veille à limiter l'impact de ces phénomènes sur l'ambiance thermique, qu'elle soit très froide, puisqu'on est du -20, -25 pour les produits surgelés, ou plus tempéré pour les produits frais, puisqu'on va du 0 à du +12, 14 quand on stocke, par exemple, ou qu'on transporte des chocolats ou des fleurs ou certains produits de santé. Mais malgré tout, il y a une ambiance thermique qui est produite par des groupes froids embarqués sur nos camions ou dans les salles des machines de nos entrepôts. Et toute perturbation de cette ambiance thermique va solliciter une production de froid accrue et parfois inutile. Donc, pour lutter contre ces sources de déperdition d'énergie, ce que je disais, c'est que nous avons mis en place un certain nombre de bonnes pratiques que nous essayons de communiquer à nos clients. La première d'entre elles, c'est donnez-nous des produits à la bonne température, en particulier nos camions. Nos camions ne sont pas faits pour descendre la température d'un produit. Ils sont là pour maintenir et produire la bonne température pendant toute la période d'acheminement. Donc, si on nous confie des produits qui sont trop chauds par rapport à leur température réglementaire, eh bien, on va solliciter le groupe, on va réchauffer potentiellement les autres produits qui sont déjà dans le camion, et donc on va nuire à la bonne performance énergétique du camion. Deuxième bonne pratique, surtout, et ça c'est un message, un mot d'ordre absolument essentiel, et c'est quelque chose que nous martelons à nos conducteurs, c'est de couper le groupe froid avant d'ouvrir les portes du camion. Et c'est un message qui est martelé notamment dans le cadre d'un programme des certificats d'économie d'énergie qui s'appelle le programme Éclair, qui est piloté par le CEMAFROID, qui est le laboratoire d'expertise technique sur toute la production de froid. Et trop souvent encore, nous avons des conducteurs qui se présentent chez un client pour enlever de la marchandise ou pour décharger de la marchandise, chez des clients qui nous imposent de garder le groupe en route alors que les portes sont ouvertes. C'est une ineptie énergétique. Les portes s'ouvrent, l'ensemble de l'air froid est évacué en quelques secondes. Et si on garde le groupe en route, eh bien le groupe va essayer de compenser cet air chaud, jouer le rôle d'aspirateur en plus de poussière, ce qui est totalement incompatible avec la bonne préservation de denrées alimentaires. Donc, l'exigence d'avoir un groupe en route pendant que les portes sont ouvertes, encore une fois, j'utilise un mot fort, c'est une ineptie. La seule situation dans laquelle éventuellement le groupe froid peut rester en route pendant que les portes sont ouvertes, c'est quand le camion est à quai et que le quai est réfrigéré. Et donc là, il n'y a pas de différence de température avec l'air de la caisse et l'air du quai. Et donc, à ce moment-là, on peut envisager de garder le groupe en route, bien que ça ne soit pas nécessaire, puisqu'on reste dans une ambiance thermique compatible avec les denrées. Ce n'est pas besoin de produire du froid complémentaire. Et particulièrement pour les produits surgelés, nous insistons auprès de nos clients, d'abord auprès de nos conducteurs et donc de nos adhérents sur la nécessité de pré-refroidir les caisses. Un camion qui aura passé le week-end sur un parking dans une cour en plein mois d'août à Nîmes va arriver avec une cellule dont la température intérieure est de l'ordre de 30 à 30 degrés. Charger des produits surgelés dans une enceinte à plus 30 degrés, là aussi, c'est une ineptie énergétique et thermique. Donc, nous incitons et encourageons nos conducteurs à pré-refroidir les caisses. En revanche, nous insistons auprès de nos clients pour dire qu'un pré-refroidissement à -10 suffit. C'est nécessaire, mais c'est suffisant. À condition notamment que le premier prérequis, qui est que les denrées soient à la bonne température, soit respecté. Mais en revanche, exiger un pré-refroidissement de caisse à une température inférieure à -10, et on a encore des clients qui nous exigent un pré-refroidissement à -20, là aussi, c'est une surconsommation énergétique
inutile. C'est une perte de temps. Pour refroidir une semi-remorque à -20, il faut environ 4 heures. Pré-refroidir une caisse à -10, c'est 1 heure. Donc ça peut être par exemple le temps d'acheminement de la caisse depuis le site du transporteur jusqu'au site de chargement. Donc un pré-refroidissement à -10 suffit, mais est nécessaire, et encore une fois, à condition que les produits soient à la bonne température au moment du chargement, que la température soit vérifiée par un outil de mesure convenable, donc pas des thermomètres laser, mais au contraire des thermomètres à sonde, qui sont beaucoup plus précis, que le groupe soit fermé, éteint avant qu'on ouvre les portes, etc. La petite vignette qui est là est en fait un petit leaflet que nous avons produit pour illustrer les conclusions d'une étude que nous avions confiée donc au laboratoire Sémafroid, et que je transmettrai à Françoise pour qu'elle puisse le diffuser au moins aux participants de ce webinaire, et même plus largement auprès des adhérents de l'ANIA, pour expliquer pourquoi -10 est nécessaire mais suffisant. Ces bonnes pratiques-là, on les retrouve bien sûr aussi dans nos entrepôts, donc on va passer à la diapositive d'après. Eh bien, encore une fois, réceptionner les produits à la bonne température. Alors évidemment, quand un produit surgelé arrive sur un entrepôt frigorifique à -12 ou -14 au lieu d'être à -18, nos chambres froides, elles, ont la capacité de descendre la marchandise à la bonne température, mais ce n'est pas leur mission. La mission, c'est de conserver les produits à la bonne température, pas de les descendre. Ce qui n'est pas tout à fait vrai quand on nous confie des produits frais qu'il faut congeler. Mais là aussi, si on nous confie des produits sortis du champ, qui arrivent donc à 20-25 degrés pour être passés en chambre de congélation, il va falloir qu'on passe par une phase de refroidissement. Sinon, on va là aussi dépenser beaucoup trop d'énergie puisque la plage, l'amplitude thermique sera beaucoup plus importante. Deuxième bonne pratique, c'est encore une fois limiter les entrées d'air chaud et les entrées d'humidité, surtout dans les entrepôts à température négative. Donc, c'est le déploiement d'équipements, que ce soit des rideaux d'air, des assècheurs d'air, la mise en place de sas de passage pour le personnel qui ne soient pas ceux des chariots, pour que les entrées d'air soient limitées au maximum et éviter la photo de tout à l'heure où on a 15 cm de givre sur le plafond, ce qui va nuire à la production la distribution de l'air par nos évaporateurs, etc. Je crois que c'est Guillaume ou Sandrine qui ont évoqué, c'est le choix des fluides. On est aujourd'hui dans une lutte contre le réchauffement climatique et donc contre les gaz à effet de serre. Donc oui, bien sûr, regarder des fluides alternatifs, mais garder toujours à l'esprit les plages de température que l'on veut atteindre, qu'on se doit de produire. Et donc, regarder la performance énergétique dans sa globalité et pas uniquement la contribution en réchauffement climatique des fluides. Et là, c'est un choix que nous faisons au moment de la construction de nos entrepôts, c'est de réfléchir au bon dimensionnement des outils de production de froid. Alors, ce qui est compliqué dans nos métiers de prestation, c'est qu'on construit des entrepôts pour répondre à des besoins de nos clients, mais les besoins de nos clients et nos clients peuvent évoluer. Et donc, on a en général, nous, plutôt tendance à surdimensionner nos groupes et nos capacités de production de froid parce qu'on peut avoir besoin de produire aussi bien du froid négatif que du froid positif. Ça va varier en fonction, encore une fois, des clients, des saisons. L'hiver, on est plutôt dans la production de crème glacée. L'été, on est plutôt à la production de produits festifs pour la période de Noël. Donc, on doit ajuster nos capacités de production en fonction de nos demandes clients, de la saison, des consommations, des consommateurs. C'est-à-dire que les flux saisonniers de vacances ont des impacts forts sur les produits qu'on stocke. Et donc, on a cette souplesse et cette capacité à nous ajuster aux besoins. Et donc, il faut qu'on réfléchisse au dimensionnement de nos outils de production de froid. Donc, voilà. Donc, je crois que j'ai terminé. Le message général, c'est que nous sommes tributaires de nos clients. J'insiste sur le fait que nous formons une chaîne
On s'appelle la chaîne logistique du froid de manière tout à fait volontaire parce que nos adhérents font partie, sont un ou plusieurs des maillons de cette grande chaîne de l'agroalimentaire, de la fourche à la fourchette. C'est bien de veiller à sa propre performance énergétique, mais il faut aussi penser à la performance énergétique des autres maillons de la chaîne pour que globalement, on baisse au maximum notre impact environnemental. Et puis, si vous en souhaitez en savoir plus, eh bien, nous sommes joignables à l'adresse mail qui s'affiche. Et puis, je vous invite à aller visiter notre site internet qui vous parle un peu mieux de nous, des efforts que nous déployons. Notre responsabilité, c'est de préserver la sécurité sanitaire des produits qu'on nous confie. Et donc, nous œuvrons au quotidien dans l'achèvement de cette mission. Voilà, moi, j'ai terminé pour ma partie. J'espère que c'était clair, beaucoup, mais Valérie. je suis disponible pour des questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Je vous rappelle l'objectif. L'idée, c'était vraiment de vous parler des pistes d'amélioration de la consommation énergétique, comment la maîtriser dans la chaîne du froid. Donc, Arthur Portella de la T2E vous a présenté une boîte à outils qui est utilisable tout seul par les TPE, PME pour qu'elles auto-évaluent et qu'elles essayent d'identifier les pistes d'amélioration potentielle de leur installation. Greenflex vous a proposé 2 cas d'études, 2 cas dans lesquels ils ont accompagné une entreprise de façon très concrète on l'a vu, donc il y a dans ce cas-là, du coup, la diminution de la facture, mais aussi la baisse de l'impact, la décarbonation finalement du process. Et donc, c'était intéressant pour nous de faire intervenir aussi, du coup, la chaîne logistique du froid, puisque c'est, comme souvent pour le secteur agroalimentaire, et faire des économies d'énergie, ça se fait en partenariat avec nos fournisseurs de machines, avec nos transporteurs, et ça se co-construit finalement. Donc, vous avez là, autour de la table, plusieurs experts qui peuvent potentiellement vous accompagner en fonction de votre projet. Je vous ai donné quelques chiffres et on n'en a pas beaucoup malheureusement sur l'impact ou sur l'intérêt plutôt de maîtriser sa consommation énergétique dans la chaîne du froid. Je sais pas, c'est à vous. Vous n'êtes pas obligé d'intervenir maintenant. Vous avez de toute façon les coordonnées de tous les intervenants, donc n'hésitez pas à les solliciter si besoin. Valérie, tu disais tout à l'heure que tu avais du coup des documents à faire passer. Moi, je suis preneuse. Je trouve ils sont très bien faits, très intéressants. La photo que tu as montrée là sur le toit complètement gelé était assez impressionnante. Et si tu dis que ça existe, c'est qu'il y a un peu de travail à faire parfois. Ah, mais j'en ai vu. Alors, pour compléter le propos sur l'intérêt de l'efficacité énergétique, c'est un intérêt, alors encore une fois pour nous, l'énergie est un poste de charge important. Je conçois et je comprends que dans l'industrie agroalimentaire, vous avez multiples composants de vos charges, les matières premières des produits, les process, etc. Mais quand on regarde, ne serait-ce que depuis quelques semaines, les prix de l'énergie, je crois que la question de l'intérêt de l'efficacité énergétique ne se pose même plus, malgré les mesures effectivement d'accompagnement déployées par le gouvernement, mais qui ne vont avoir qu'un temps de toute manière. Donc, dans un contexte environnemental et économique global, la question de l'efficacité énergétique ne peut pas ne pas se poser. J'avais une question, Olivier Leclerc, Société Saint-Hubert, sur l'isolation des entrepôts de stockage. Aujourd'hui, on est beaucoup sur de l'isolation avec des panneaux sandwich avec de la mousse à l'intérieur. Comment on peut déterminer si cette isolation est suffisante? Est-ce qu'il y a des méthodes de calcul qui permettent de dire oui, en fait, le panneau sandwich tout seul, ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait telle épaisseur parce qu'on a des caractéristiques techniques sur ces panneaux, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Alors, je peux répondre si vous voulez.
C'est vrai que classiquement, sur les entrepôts, on est sur des panneaux sandwich, vous avez raison. Donc après, les épaisseurs sont dimensionnées en fonction des températures de stockage, principalement. Donc on a quelques habitudes quand on suit ce type d'entrepôt. Après, si vous avez un doute, si vous voulez vérifier, en fait, sur votre entrepôt en particulier, il y a des calculs effectivement qui se font de déperdition, ce qu'on appelle les déperditions par les parois. Donc après voilà, faut reprendre les calculs en fonction des dimensions, des températures intérieures, extérieures, des épaisseurs, pour voir si c'est bien dimensionné et si éventuellement il y a moyen d'améliorer l'isolation, au niveau de votre bâtiment. En sachant, je compléterai le propos sur le fait qu'il y a quand même aussi des exigences en termes de protection incendie. Donc, il y a des règles à respecter sur les résistances au feu, Ouais, qui la viennent se décapante, rajouter à ces exigences effectivement d'isolation. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, du coup, il me reste à remercier les intervenants et à remercier les participants. On vous enverra les slides. Toutes les personnes présentes aujourd'hui recevront les slides du coup, qui ont été projetés. Et comme vous l'avez vu, du coup, on a enregistré le webinaire, donc vous pourrez le voir en replay sur la chaîne YouTube de l'ANIA. Merci beaucoup pour votre temps. Merci aux experts. Merci à Arthur et merci à tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonne Bonne journée, au journée. revoir. Ah oui, quand même. Au revoir, merci. Il y a plus